Tout d'abord, Monsieur Douguin, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation de dinactuel.ma. Et merci aussi de donner de votre temps. Alors, on va commencer par faire un... Alors, je vais vous présenter rapidement auprès du public marocain, rapidement. Vous êtes essayiste, philosophe, euh, théoricien politique. Vous êtes très peu connu du public marocain, ce qui est plutôt problématique, vu l'influence que vous avez à la fois sur le contexte politique intérieur en Russie, et à la fois aussi sur les courants idéologiques occidentaux. On connaît votre influence, notamment auprès des mouvements souverainistes en Europe de l'Ouest. Vous êtes également, certains vous présentent. Vous nous diriez d'ailleurs si c'est vrai ou pas que vous avez beaucoup d'influence sur le cours des choses en Russie, et notamment au niveau du Kremlin. Et certains disent, peut-être abusivement, que vous êtes l'idéologue de Vladimir Poutine, mais vous pouvez à la limite faire des précisions par rapport à ça ultérieurement. Tout d'abord, histoire de bien vous présenter, avant de passer au contexte géopolitique mondial, histoire de bien vous présenter, Monsieur Douguin, auprès du public marocain, quelle est d'abord votre trajectoire idéologique déjà au sein de l'Union soviétique? Merci pour cette invitation de faire l'entretien avec le public, s'adresser à la public marocain. Je suis commencé mon itinéraire idéologique vers les années 80 de siècle précédent, quand j'étais dissident. Mais je n'étais pas dissident libéral, j'étais dissident anticommuniste, antilibéral. Donc j'étais en faveur de la tradition, de l'Église, de la civilisation sacrée, et je partageais absolument les idées des auteurs traditionnalistes occidentaux, comme par exemple René Guénon, qui s'est converti d'ailleurs en islam et qui est mort en Caire, en Égypte. Et donc, j'étais influencé par cette tradition anti-moderne, on peut dire, donc antimatérialiste, spirituel, traditionnaliste, mais j'ai fait mon propre choix pour revenir à la tradition, à la mienne, à ma tradition, la tradition russe, orthodoxe chrétienne, et je posais à l'Union soviétique, au communisme, le retour à la tradition. Donc, je suis commencé par le traditionnalisme et par anticommunisme en quelque sorte, mais anticommunisme de droite, non pas de gauche, non pas de côté libéral. Mais j'ai changé un peu la situation quand l'Union soviétique est finie. Dans ce moment-là, quand le libéralisme, l'Occident s'était ouvert à notre public, à notre société russe, j'ai immédiatement remarqué que c'était pire que le communisme. J'ai pensé qu'il ne peut être rien pire que le communisme. Je pensais, en suivant Guénon, et voilà, que le communisme, c'est l'aboutissement de la dégénération de la civilisation occidentale, matérialiste, égalitaire, etc., etc. Mais j'ai aperçu, je me suis rendu compte qu'il peut exister quelque chose de pire que le communisme. C'était proprement capitalisme et libéralisme occidental. Donc, c'était la seule correction de mes opinions. Au ma jeunesse,
dans ma jeunesse, je n'ai absolument rien de communiste. Je suis devenu on peut entre guillemets philo-communiste, tout en gardant mon rejet de la modernité occidentale, quand j'ai eu la chance de comparer le communisme qui c'était mauvais et avec le libéralisme qui était beaucoup pire. Et le libéralisme qui s'est venu à notre pays, et quand j'ai eu la première possibilité de visiter l'Occident capitaliste, je voyageais beaucoup dans beaucoup de pays de l'Europe, j'ai visité un peu plus tard les États-Unis, et toute mon expérience m'a convaincu absolument, m'a convaincu que capitalisme et le libéralisme et surtout la globalisation, le monde postmoderne, c'est en quelque sorte c'est l'abîme absolu, un abîme par rapport même avec le communisme que j'ai essayé. Ce n'est pas, disons, l'expérience ténéraire banale ou très commun, mais de toute façon, c'était ça mon histoire. D'accord. Et justement, qu'est-ce qui pousse un jeune russe dans l'Union soviétique socialiste et matérialiste à s'intéresser aux idées traditionnalistes et antimodernes? La haine par rapport à tout ce que m'a entouré, c'est le rejet absolu de cette civilisation matérialiste, de ses idées, de ses explications de l'histoire, des valeurs, des institutions, de la politique. Je haïssais tout ça d'une manière spontanée. J'appartiens à la famille normale, russe, communiste, soviétique, sans rien d'exceptionnel, sans aucune distance par rapport au monde qui nous a entourés à l'époque. Mais mon expérience personnelle, c'était l'impossibilité de vivre avec les idées athéistes et matérialistes. C'était la révolte intérieure. Après, j'ai développé cette idée dans la théorie du sujet radical. Le sujet radical qui se réveille de manière spontanée à l'intérieur, plus profond, à la profondité même de l'être. Et c'est en quelque sorte la réaction spontanée de l'esprit contre les matières qui cherchent à étouffer l'esprit. C'était la réaction ontologique existentielle plutôt qu'idéologique. Et après ça, en rejetant en bloc le monde qui m'entourait, par cette négation, par ce nihilisme par rapport au communisme, je suis arrivé à connaître le très petit groupe de dissidents traditionnalistes. Parmi eux était Eidar Djemal, le penseur musulman traditionnaliste, Jean Galavin, penseur plutôt païen, on peut dire, traditionnaliste, et les autres. Et je suis entré dans ce très petit groupe, avec l'écrivain Yuri Mamliev, donc, qui représentait dissidence à l'intérieur de la dissidence. Parce que la majorité de la dissidence russe, des dissidents russes étaient pro-libérales, pro-occidentalistes. Mais nous étions la minorité parmi la minorité. Oui, parmi la minorité. Et c'était, proprement dit, mon choix absolument, je voudrais dire, individuel et personnel plutôt. Donc, le rejet sans aucune raison. Aucune raison. Je n'avais aucune raison objective de haïr le communisme parce que je me suis né comme la partie de cette ambiance. Donc, sociologiquement, je n'avais aucune raison
absolument aucune raison de résister, de haïr, de rejeter. Donc, en cherchant de comprendre mon destin personnel, je suis arrivé à l'idée de sujet radical, qu'il existe quelque chose comme le soi intérieur qui n'est pas compatible avec les conditions de la modernité, de la Kali Yuga, ou disons du monde eschatologique, apocalyptique, où toutes les valeurs sont inverties. C'est donc la réaction, plutôt illumination spontanée, qu'on doit rejeter tout ça pour proposer alternative. C'était le commencement, le début de la formation d'un monde idéologique qui n'était pas tellement changé après. Donc, avec le changement plus important, c'était le découvert. Par rapport au libéralisme. C'est-à-dire que vous vous êtes rendu compte que le libéralisme était encore pire que l'Union soviétique socialiste. Oui, c'était le seul changement. Et cela était dû au fait que je n'avais l'expérience de libéralisme à l'Union soviétique. Donc, je rejetais aussi le libéralisme parce que c'était l'idée de Guénon, des volailles, des philosophes qui m'inspiraient. Donc, j'ai accepté ça en respectant leurs autorités respectives, mais finalement, ce n'était pas basé sur l'expérience. Après avoir découvert le libéralisme, leur opinion que j'ai acceptée par l'autorité était absolument fondée par mon expérience directe et, disons, avec la différence, parce que pour Guénon et voilà, le communisme était pire que le libéralisme, parce qu'il s'agissait de quatrième caste traditionnelle. J'ai révisé très sérieusement ce point de la doctrine du traditionnalisme parce que, en essayant d'expliquer pourquoi le capitalisme est pire, je suis venu à la conclusion que Guénon et voilà n'ont pas bien compris qu'est-ce que c'est la tiers-État. La tiers-État n'était pas la troisième fonction de la société traditionnelle européenne, c'était la création des bourgeois. La vraie troisième fonction de la société européenne, c'était les paysans. Les paysans, exactement. Et les paysans représentaient, disons, troisième fonction traditionnelle. Et les capitalistes n'étaient pas. Ils ont usurpé le nom de troisième fonction. Il était en quelque sorte la classe déjà pervertie, déjà contre-naturelle dès le début. Une sorte d'aristocratie sans noblesse, en fait. Oui, il n'était pas aristocrate, il n'était pas travailleur. Exactement. Il n'appartenait à aucune forme de la tradition, à la société traditionnelle. Il était les perversions vivantes qui ont détruit tous les États traditionnels. Ils ont détruit la clergé, donc les prêtres, ils ont détruit la noblesse, ils ont détruit les paysans. Et donc, il était non la troisième caste et les prolétaires quatrième caste. Les bourgeois ont créé la fiction de prolétariat comme les esclaves de leur univers totalement imaginaire et totalement basé sur l'illusion. Donc, je crois que le capitalisme, c'est quelque chose comme Dajjal dans le monde. Exactement, dans le monde musulman. Al-Dajjal de faux messie. Le faux messie, exactement. Et en fait, en réalité, on se rend compte que la bourgeoisie européenne du XVIIIe siècle est en réalité l'enfant bâtard du libéralisme philosophique et du capitalisme économique.
Absolument, absolument. C'est ça, et tout était faux dans la création de système capitaliste. La science matérialiste, le nominalisme, individualisme, conformisme, toutes les choses étaient fausses dans cette civilisation. C'est anti-civilisation, ce n'est pas l'Occident. L'Occident, c'est fini avec la Renaissance, avec la fin du Moyen-Âge. Et finalement, ce qui s'est arrivé, c'était anti-Occident, anti-Europe. C'était maladie, grande maladie mentale, et c'est la perversion de toutes les formes de la vie. Et c'est en quelque sorte antéchrist, ce que nous, chrétiens, appelons antéchrist. C'était la position de notre père orthodoxe, les moins chrétiens orthodoxes qui critiquaient toujours cette civilisation moderne occidentale. C'est la position de beaucoup de musulmans. Et c'est aussi ce qui est intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est en quelque sorte l'intuition profonde de certains socialistes et communistes. C'est pourquoi je me suis senti plus proche à un certain moment à la gauche qui critique le capitalisme, parce qu'il n'y a rien pire que le capitalisme. Le capitalisme, c'est déjà le pire. Et si on lutte contre notre ennemi, je me considère anticapitaliste plutôt de droite. Mais quand j'aperçois l'anticapitalisme de gauche, je me sens beaucoup plus proche de lui qu'un des capitalistes. Très bien. Alors, toujours pour rester dans votre trajectoire idéologique et politique qui par ailleurs, du moins, est très intéressante. Alors, comment avez-vous vécu à cette époque la chute du communisme et les premières années de la Russie, entre guillemets, libérale, la Russie de Boris Yeltsin? Comment vous avez vécu ça et quelle vision vous avez de cette période-là de l'histoire? Quand le communisme a commencé de se détruire, de se décomposer, je suis découvert vers la fin des années 80 le courant eurasiste des auteurs du XXe siècle, plutôt les Blancs, immigrés blancs, qui ont prévu ce qui s'est produit vers la fin de l'Union soviétique. Les penseurs de ce courant-là, Troubetskoy, Savitsky, Vernadsky et les autres, ont dit qu'il faut, quand un communisme commencera de se détruire, il faut sauver l'État, sauver sa position anticapitaliste et anti-occidentale en changeant l'idéologie matérialiste et athéiste soviétique par idéologie impériale, orthodoxe, chrétienne et traditionnaliste. C'était leur idée. Et quand j'ai découvert ce courant-là de la pensée politique, je m'en adhérais totalement, pleinement, parce que ça correspondait à mes impressions, à mon analyse. Et donc, quand la fin de l'Union soviétique est venue, c'était pour moi, d'un côté, la possibilité, l'opportunité d'essayer de changer le paradigme en conservant le grand État soviétique, mais en changeant l'idéologie, échanger l'anticapitalisme de gauche par l'anticapitalisme de droite, en quelque sorte. Je suis entré dans la politique précisément dans ce moment-là pour préserver l'État, la structure de l'État
supranational soviétique, mais avec l'autre mission. Mais en même temps, nous avons perdu cette bataille-là parce que le pire est arrivé. On a détruit l'État, on a détruit l'idéologie anticapitaliste de gauche et on commençait de transformer ce État post-soviétique dans le sens, dans la direction de libéralisme. Donc, entre toutes les possibilités, grand État avec la fausse idéologie mais anticapitaliste, c'est arrivé le petit État avec le capitalisme libéral, sans justice sociale, sans tradition. Donc, c'est en quelque sorte la vraie catastrophe. On pensait que les révolutions prolétaires étaient la dernière catastrophe, mais finalement, la dernière catastrophe véritable, c'était la fin de l'Union soviétique, qui s'est apparue paradoxalement contre les prévisions des traditionalistes. C'était beaucoup plus pire. Et les années 90 de notre histoire récente, c'était pour moi le cauchemar absolu. C'était la destruction de la société, des mœurs, et l'arrivée du capitalisme et le libéralisme dans notre élite, c'était la perversion totale. Donc, c'était la chute d'une forme de matérialisme dans l'autre forme, encore plus basse. Donc, c'était, disons, pénétration à travers dans l'abîme, dans le cœur de l'abîme. C'était un proverbe. Et donc, je suis commencé de lutter acharnement, avec l'acharnement contre Yeltsin, contre le libéralisme. Et c'était, disons, la lutte. Je suis entré dans le camp des communistes, anti-yeltsinistes, patriotes, nationalistes, droite, de gauche, monarchistes, tout réactionnaires, mais qui étaient contre Yeltsin. Donc, j'étais, dans les années 90, le représentant plus radical idéologique de la Russie des années 90 et j'ai fondé avec mon ami Edouard Limonov le Parti national bolchevique. Exactement. J'allais justement vous parler du Parti national bolchevique, mais je vous laisse continuer par rapport à cette question-là, parce que c'est très intéressant de connaître cette jonction en réalité entre deux idéologies qui paraissent plus ou moins contradictoires, mais en réalité, je vous laisserai d'ailleurs continuer par rapport à ça. Votre analyse, en réalité, c'est que le communisme bolchevique était une réaction bien que sécularisée et moderne et socialiste, mais une réaction d'une Russie ancestrale face à l'hégémonie occidentale. Une sorte de passionnarité russe qui a émergé via la pensée marxiste, mais en réalité, par exemple, la période stalinienne en Union soviétique était un nationalisme russe. Exactement. Donc, je vous laisse continuer, excusez-moi pour l'interruption. Non, vous avez raison, vous avez expliqué très bien ma position. C'était l'idée pour moi de... je me suis rendu compte que la division entre les anticapitalistes de gauche et les anticapitalistes de droite, les monarchistes et les communistes, vis-à-vis le libéralisme triomphant, c'était déjà l'échec idéologique, politique, organisationnel, parce que les libéraux, ils jouent sur ça. Ils cherchent de diviser ses ennemis pour les pousser les uns contre les autres, et après pour diviser et triompher et régner.
Et j'ai proposé la stratégie et idéologie alternative. La réunion de la gauche anticapitaliste avec la droite anticapitaliste et création de fronts communs contre le libéralisme dominant. Cette idée a été partagée par beaucoup, d'ailleurs par beaucoup de Russes. La majorité d'eux étaient ex-communistes, mais qui commençaient peu à peu de découvrir les autres dimensions de notre histoire, les autres versions de l'idéologie politique, russe et non russe. Et donc, c'était, disons, en quelque sorte, mûrissement des visions alternatives. Et j'ai proposé, dès le début des années 90, ce front-là. Mon ami Alexandre Prokhanov, l'écrivain très connu russe, il partageait cette idée, la même stratégie. Limonov, mais quand ce n'était pas, nous n'avons pas réussi de rassembler tous les opposants au libéralisme. Avec Limonov, nous avons décidé de développer la forme plus pure de cette synthèse entre l'anticapitalisme de droite et l'anticapitalisme de gauche que nous avons appelé par le nom national-bolchevisme, qui était le nom d'un phénomène historique, d'un mouvement politique. En russe, le mouvement national-bolchevique de Ustralov, qui était blanc, émigré blanc, monarchiste, patriote, qui s'est rejoint le communisme et Staline parce que, selon lui, Staline, c'était précisément le représentant plutôt de la du patriotisme russe et de la reconstruction de l'Empire. Il était mort dans les camps de concentration, dans Goulag d'ailleurs. Mais finalement, c'était sa décision profonde de préférer la grande Russie, même rouge, pour quelqu'un qui n'était pas rouge du tout, plutôt que le libéralisme totalement opposé. Et autre mouvement, c'était le mouvement de Ernst Niekisch en Allemagne, qui était la tendance anti-hitlérienne, anti-nazi, Niekisch, mais qui partageait aussi la haine par rapport au capitalisme, et il était le grand partisan Ernst Niekisch de l'alliance entre l'Allemagne et la Russie, l'Allemagne soviétique, la Russie soviétique et l'Allemagne qu'il voulait d'être socialiste. L'Allemagne aussi socialiste. On se rappelle d'ailleurs de l'épisode d'Otto Strasser, qui était lui aussi. Mais Nietzsche était plus à gauche que Strasser. Oui, c'est très. Il a été également écarté par les nazis. Il a fini également écarté par le. Oui, mais Strasser il faisait partie de national-socialisme et Nietzsche, dès le début, était très critique par rapport à Hitler et il a publié un an avant la venue de Hitler au pouvoir le livre Adolf Hitler, Fatalité pour l'Allemagne. C'était très, très critique. Et il a lu dans le livre la fin du régime nazi précisément qu'il s'est réalisé en réalité. Donc c'était l'auteur prophétique anti-nazi, mais il était anticapitaliste, patriote, anticapitaliste, patriotique, pro-soviétique, et donc notre tendance de national-bolchevisme avec Limonov, c'était en quelque sorte la synthèse entre l'anticapitalisme de gauche et l'anticapitalisme de droite, synthèse de deux traditions, de Ustralov
russe et de Nietzsche allemand. Et c'était en quelque sorte la forme idéologique et cristallisée de cette stratégie qu'aujourd'hui on découvre dans le populisme européen, peu ou près. Donc, ce n'est pas exactement le populisme, mais cette idée de transcender, de dépasser le clivage entre la droite et la gauche, l'idée que j'ai découvert aussi dans la nouvelle droite française, chez Alain de Benoît. Libéralisme. Oui, c'est la critique de libéralisme. Et ce qui a confirmé mes propres opinions, je me suis rencontré avec Mansour de Benoît, on s'est devenus les amis, et donc dès ce moment-là, je développais ma stratégie idéologique, politique, culturelle dans cette optique. Et c'était en quelque sorte, c'est la lutte nationale bolchevique contre le libéralisme de centre en Russie ou ailleurs. C'était, disons, la formule de mes idées dans les années 90. D'accord. Alors après, on est en train de refaire votre parcours idéologique avec comme contexte global l'histoire récente de la Russie. Donc on a parlé maintenant des années 90 et de ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire une Russie à genoux, libérale et à genoux devant le camp occidental. Et mais après, il y a eu un sursaut de la part de la Russie, notamment depuis la prise du pouvoir de Vladimir Poutine. On a assisté à une à une Russie qui s'affirme, une Russie multipolaire. À votre avis, quelles sont quelle a été la stratégie d'abord de Vladimir Poutine pour passer on va dire entre guillemets d'un allié du camp occidental à un État, on va dire un chef d'État pas réellement dissident, mais on va dire un chef d'État qui remet en question l'hégémonie à la fois de l'OTAN et l'hégémonie atlantiste, tout simplement. Comment expliquez-vous et quelle a été la stratégie de Vladimir Poutine et comment expliquez-vous ce tournant? Tout d'abord, dans les années 90, je ne seulement luttais pas contre le régime Yeltsin, je élaborais l'alternative, la vision alternative, la stratégie alternative où le point central était géopolitique. J'ai fondé l'école géopolitique en Russie, dans les états-majors, parce que j'avais beaucoup de militaires, beaucoup de généraux qui partageaient aussi les mêmes sentiments par rapport à anormalité de régime de Yeltsin, de cette tendance pro-occidentaliste, capitaliste. Et donc, on a commencé d'établir certaines plateformes alternatives basées sur intégration de l'espace post-soviétique, sur la nécessité de réagir contre le régime maritime, thalassocratie, comme géopolitique l'appelle, du capitalisme anglo-saxon et européen aussi, et pour affirmer souveraineté et indépendance et l'autonomie de la Russie comme la civilisation tout à fait particulière par rapport à la civilisation occidentale. Donc, les principes plus importants de l'alternative ont été établis dans le contexte de l'idéologie eurasiste.
Donc, le national-bolchevisme, c'était plutôt l'expression, manifestation politique de la lutte contre les libéraux au pouvoir, et contre l'occidentalisation de notre société culturelle, idéologique, dans l'aspect de l'art, mais dans cette critique, plus important, c'était alternative élaborée. Et quand Poutine s'est venu au pouvoir, il s'appuyait sur cette alternative. Finalement, il a commencé de mettre en réalité, de traduire en réalité, en pratique, les principes de ce que j'ai décrit dans mon ouvrage qui s'appelle Les fondements de la géopolitique, que j'ai écrit au début des années 90. C'était publié au 95, 90, quelque chose dans ce genre. Mais le livre et les premiers textes étaient publiés dès le début des années 90. Et finalement, j'ai décrit cette stratégie néo-eurasiste de l'affirmation de la Russie comme le pôle indépendant de système multipolaire, la nécessité de réagir contre la pression occidentale, le redevenir le sujet de l'histoire pour la Russie, le continentalisme, et sans un retour nécessaire à l'idéologie communiste, même en arrêtant aussi la critique radicale libérale du communisme et du passé soviétique. Poutine a fait exactement la même chose, exactement. Quand j'étais à Washington en 2005 dans l'Institut Hopkins Institute, en me présentant le professeur Frédéric Starr, américain, très connu, il a dit, maintenant, je vous dresserai le tableau. Ce qui Dugin, qui est là devant vous, a écrit dans les années 90 contre Yeltsin, m'a élaborant l'alternative, et ce que M. Poutine a fait dans la pratique, après avoir après être arrivé au pouvoir. Donc, quand vous faites vous-même la comparaison, après ça, ne demandez pas à M. Dugin quels sont les rapports entre lui et Poutine. Regardez mieux le tableau. Le tableau va vous dire tout ce que vous voulez. Donc, il y a la théorie qui est vos livres, et il y a la pratique qui est l'action de Vladimir Poutine. Oui. Et trouver les. Ça concorde. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que si on inviterait une fois de plus. Ce n'est pas possible aujourd'hui parce que je suis sous toutes les sanctions possibles et imaginables dans les États-Unis, donc c'est improbable et impossible. Mais si on imagine que je suis invité une fois de plus, on peut élargir considérablement les mêmes points. Parce que la liste sera beaucoup plus grande, parce qu'il y avait la Crimée, qui devra revenir à la Russie, il y avait la guerre contre l'Ukraine, il y avait l'expansion de l'influence de la Russie vers le sud, par rapport au Caucase. Donc, il y avait beaucoup de relations avec Iran et Turquie, possible alliance avec la Chine et le retour de la Russie vers le Moyen-Orient comme le pouvoir de monde multipolaire. Donc, tout ça était absent dans 2005, mais c'était
déjà décrit dans mes textes et pas encore réalisé en Poutine. Donc la liste sera beaucoup plus développée, beaucoup plus riche. Mais il allait dans le même, irait dans le même sens. Alors, j'aimerais, quand on parlera peut-être tout à l'heure peut-être de questions plus spécifiques concernant l'Afrique du Nord et le Maroc, on reviendra sur la question de l'eurasisme et sur la question du fait que l'eurasisme n'est pas une idéologie qui concerne simplement la Russie, mais qui peut s'appliquer à d'autres régions du monde. C'est-à-dire c'est une vision tellurique de la géopolitique. On en reviendra quand on parlera du Maroc. J'aimerais aborder maintenant qu'on a fait un peu le tour de votre ligne politique et idéologique. J'aimerais aborder deux questions d'actualité en fonction de chronologique. On va d'abord commencer par le mandat de Donald Trump à la tête des États-Unis et on va dire les élections américaines, la venue au pouvoir de Biden, ce que beaucoup considèrent comme étant un coup d'État des services de sécurité, des services de renseignement américains. Et j'aimerais également parler du cas de l'Ukraine. Donc, on commence d'abord de votre analyse du mandat de Trump ainsi que des raisons pour lesquelles il a été écarté par le Deep State, par l'État profond américain, et aborder plus tard la question de l'Ukraine et des tensions qui montent entre les États-Unis et la Russie après la venue au pouvoir du camp démocrate. Je considère que Trump s'est basé sur le moment populiste dans les États-Unis. Le moment populiste, c'était le rejet, c'était le refus par rapport à la stratégie globaliste néoconservateur de l'intervention, disons, de l'hégémonie, promotion de soi-disant démocratie libérale contre tous les peuples, idéologie des droits de l'homme, tout ce qui était, disons, le globalisme, mondialisme ultralibéral, unipolaire, et qui s'est arrivé au point plus clair, plus puissant, précisément dans les années 90, c'était le moment de gloire, de la gloire du globalisme. Et Trump s'est basé sur ceux qui rejetaient et refusaient cette stratégie parce que les globalistes, selon la moitié des populations américaines, songeaient seulement du monde, de promotion des valeurs libérales et non pas s'occuper de la population américaine. Et Trump s'est appuyé sur ce sentiment général qui n'était pas, disons, la stratégie du parti républicain, c'est plutôt quelque chose d'autre. C'était beaucoup plus intéressant parce que Trump s'est adressé aux gens qui rejetaient le globalisme comme idéologie de libéralisme de gauche, radical, de théorie de genre, politique de genre, idéologie de l'individualisme absolu et post-humanisme. Donc, c'était en quelque sorte le libéralisme postmoderniste, un peu gauchisant en quelque sorte, et global et international dans tous les sens. C'est l'axe George Soros. George Soros est un emblème, le signe, l'icône de ce libéralisme de gauche avec les relations colorées et tout ça, expansion contre toutes les traditions, absolument, contre tout ce qui est traditionnel, même dans la modernité. Et c'était la révolte réussie, intéressant. Et quand il est arrivé au pouvoir, j'étais même accusé d'influencer Trump aussi, parce que les gens qui sont
les gens qui l'ont appuyé, ont publié quelques de mes livres, quelques livres de moi aux États-Unis. C'était vrai, mais je ne crois pas que Trump les ont lus. Mais de toute façon, j'étais accusé non seulement d'influencer Poutine, mais aussi d'influencer Trump. Il est vrai que vous je ne sais pas si vous avez des liens personnels, mais en tout cas, il y a beaucoup d'affinités idéologiques entre vous et Steve Bannon. Oui, oui, oui. Par exemple, dans certains, Biden est plutôt pro-capitaliste, mais il est traditionnaliste. Il est très anti-moderne, anti-globaliste, anti-moderniste. Et c'est notre affinité. On va dire que c'est l'Américain en lui qui est capitaliste. Oui, 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 absolument. Mais de toute façon, il y a les choses qui nous séparent, les choses qui nous unissent, Steve. Ce qui est intéressant, c'est que Trump, selon moi, c'était la possibilité des États-Unis de joindre l'ordre multipolaire sans être détruit. Exactement. C'est d'une manière pacifique. Arrêter l'expansion, arrêter l'hégémonie, se concentrer sur le problème intérieur et cesser arrêter disons, de la politique interventionniste et se concentrer sur les problèmes domestiques. Si Trump réussirait d'y arriver, je crois que la multipolarité soit construite d'une manière pacifique. Pacifique, organique en quelque sorte, et la Russie finira d'être l'ennemi des États-Unis et tout le monde peut s'occuper, les Américains de ses problèmes, les Russes de nos problèmes, les Chinois de leurs problèmes, les musulmans de leurs problèmes européens. Et donc, c'était, disons, multipolarité acquise en quelque sorte. Et Biden, globaliste qui était autour de lui, ont vu ça de la même manière comme nous on vu ça. Et ils se sont sentis qu'il s'agit de la fin. Donc, second terme pour Trump signifierait la fin totale, irréversible pour les néoconservateurs, pour les interventionnistes, ces promoteurs des politiques de genre. Donc, on aurait l'autre ordre mondial, un mondial qui était plutôt multipolaire d'une manière pacifique, organique, d'une manière d'évolution. Et Biden, c'était la révolution globaliste, orientée non seulement contre l'autre pôle qui prétendent d'être souverains comme la Russie et la Chine. Mais nous voyons maintenant, c'est la croissance de la haine de la part de Washington, de Biden contre Poutine, contre Xi Jinping, contre la Russie et contre la Chine. Mais aussi, c'était la révolte orientée contre la moitié de la population américaine qui était accusée d'être raciste, fasciste, nationaliste, populiste. Oui, oui, et c'est suprémaciste. Et c'est finalement, on a assisté à la révolution colorée à l'intérieur des États-Unis où les globalistes et les atlantistes ont censuré, ont détruit la moitié de leur population même. Donc, il s'agit de certains. Ce n'est pas les États-Unis désormais qui sont au centre de ce globalisme, parce que l'élite globaliste est clairement été contre la population américaine elle-même quand cette population conteste leur stratégie. Ça change beaucoup de choses. Maintenant, de nouveau, on se trouve dans
le moment globaliste, mais c'est le globalisme en déclin. C'est en quelque sorte l'agonie. Est-ce que vous ne pensez Biden. pas, excusez-moi de vous interrompre, juste par rapport à ce point-là, est-ce que vous ne pensez pas qu'un libéralisme, ou en tout cas qu'un libéralisme, on va dire, de gauche, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler l'axe de George Soros, est-ce que vous ne pensez pas qu'un libéralisme en déclin pourrait être sur le court terme beaucoup plus dangereux pour les États souverains, car on connaît le syndrome de la bête blessée. C'est-à-dire que être dans une dernière, dans une dernière poussée, on va dire ou bien d'instinct de survie. Et est-ce que vous ne pensez pas que dans ce contexte-là, l'Amérique de Biden, bien qu'elle paraît un peu, on va dire, faiblarde, est-ce qu'elle n'en est pas pour autant plus dangereuse, en tout cas pour les États souverains? Je suis absolument d'accord. C'est vrai danger. C'est dangereux. C'est très dangereux parce que c'est agonie. C'est la bête agonisante, la bête globaliste ultralibérale agonisante qui peut tuer, qui peut détruire, qui peut se morder, se détruire aussi. L'Amérique maintenant se trouve entre les mains des maniaques, des fous, des gens qui peuvent sacrifier leur propre pays ou leur idiots totalement anti-humains. C'est très, très dangereux. Je crois que il y a disons, il y a la situation quand ils ne peuvent assurer plus leur domination, leur hégémonie, mais ils ne peuvent accepter cette incapacité. Et c'est pourquoi il peut attaquer, nous attaquer, il peut même commencer la guerre atomique, parce qu'il s'agit de certaines tendances antichristiques qui se trouvent dans leur dernier espoir. S'ils perdent les globalistes maintenant, le moment actuel, jamais ils ne reviendront à leur position qu'ils ont déjà perdue. C'est vraiment le grand conflit. Peut-être c'est la grande bataille de la fin, la bataille eschatologique entre monde unipolaire et le monde émergent multipolaire. Le monde finissant unipolaire et le monde commençant multipolaire, c'est comme deux cycles se rencontrent. Et c'est vraiment court-circuit en quelque sorte. Parce que, je suis tout à fait d'accord que c'est dangereux. Trump, malgré sa politique et ses déclamations très fortes, finalement, il était pacifiste. Il n'a commencé aucune guerre. C'est vraiment, en quelque sorte, c'est le miracle du pacifisme par rapport au président américain qui toujours commencé dernièrement les nouvelles guerres, les nouvelles interventions, les nouvelles agressions. Donc, c'est même Obama qui a reçu cyniquement le prix de Nobel, il est très il est très agressif. Il a commencé. Oui, notamment la grande déstabilisation du Moyen-Orient, la guerre en Syrie, la guerre en Libye, Il est criminel. Il est criminel. Sanguinaire. Et donc, nous devions le juger pour être criminel pour ses crimes contre l'humanité et non pas donner le prix de Nobel. C'était le paradoxe. On revient ici à la fameuse analyse de Guy Debord sur la société du spectacle, où tout s'inscrit en faux en réalité. Tout est faux et tout est inversé en réalité.
Absolument. Trump, qui était pacifiste, est décrit comme le nazi criminel. Finalement, le vrai nazi criminel, qui est Obama ou Biden ou Hillary Clinton, sont décrits comme des les pacifistes. comme les agneaux innocents. Et donc, c'est Guy Debord, c'est la société de spectacle, absolument. Alors, donc pour revenir, pour faire l'enchaînement avec la question des élections américaines. Alors, depuis la venue au pouvoir de Joe Biden, on a vu une montée des tensions entre le camp atlantiste et la Russie, notamment en Ukraine. Euh, euh, je j'essaie de connaître un peu quelle est votre position par rapport à la fois sur le conflit au Donbass de manière générale et sur la situation actuelle. Alors, généralement, l'Ukraine, hein, pour comprendre qu'est-ce que c'est l'Ukraine, il faut comparer l'Ukraine avec la Belgique. Donc, il y a deux peuples à l'intérieur du même État. Il y a le peuple, comme dans la Belgique, il y a le peuple avec l'une identité flamand et l'autre avec identité wallon. L'un peuple parle une langue, l'autre d'autres langues. Et donc, ces deux peuples dans le même État. Ukraine est la même chose. Il y a la population de l'Ukraine de l'Ouest, et c'est quelque chose plutôt qui partage l'identité avec les autres petits peuples de l'Europe orientale. Et il y a l'autre peuple qui vit en Ukraine de l'Est, qui se sent culturellement, historiquement, socialement, la partie de la plus grande Russie, de l'Eurasiste. Donc, là, un peuple partage une identité, l'autre peuple partage l'autre identité. Comme dans la Belgique, comme dans le cas de la Belgique, on peut construire l'État national en acceptant deux identités, en proposant à l'un peuple une chose, à l'autre chose de langue, de culture, de l'identité, certain neutralisme. L'Occident pousse un peu par rapport à l'Ouest, l'Orient pousse un peu par rapport à l'Est. Et donc, la balance pouvait être introduite entre ces deux identités. On peut vivre toujours comme ça, mais pour garder l'unité de l'État, il faut accepter et reconnaître tous les deux identités. C'était plus ou moins le cas après l'apparition de l'Ukraine indépendante, qui n'existait jamais dans l'histoire et qui s'est apparu après la fin de l'Union soviétique. Comme cette création purement administrative, sans histoire, sans identité commune. Donc, c'était parce que la partie de l'Est de l'Ukraine, c'était les territoires libérés des Turcs aux prises des Turcs par le tsar moscovite. C'était peuplé par la population plutôt de la Russie comme orientale. Et l'autre partie était sous les Polonais et sous l'Autriche. Et jadis, c'était le même peuple. Les Ukrainiens, les Russes, nous étions le même peuple, mais historiquement, on s'est séparés en trois branches. Et une branche était cette entrée sous l'influence de l'autre État catholique, plutôt, de l'Autriche, Pologne, Hongrie,
c'était formé l'autre identité particulière. Et quand c'était Maïdan que s'est produit avec l'aide de Biden, précisément, de Soros, des globalistes radicaux, s'est produit cette révolte de Maïdan, c'était en quelque sorte la révolution colorée en faveur de l'un de ce peuple, de ces deux peuples, en faveur de l'Ukraine de l'Ouest, orientée même racialement, d'une manière très radicalement, dans la manière nationaliste radicale contre l'identité de l'autre peuple. Le peuple, on s'appelle ça Novorussie. Nouvelle-Russie. D'ailleurs, il est vrai qu'on a vu dans le Maïdan à Kiev, on a vu des suprémacistes néo-nazis. Absolument. C'était l'idée de... et le nazisme, c'était, on n'était non pas contre les Juifs, contre les Tziganes, mais contre les Russes. Les Russes, en tant que Slaves, et en tant que... Voilà, c'est ça. Oui, oui. Et c'est intéressant parce que ce nazisme anti-russe a été soutenu par les champions de l'antifascisme, de Soros, de Bernard-Henri Lévy. De Bernard-Henri Lévy qui a donné l'élection en s'adressant aux nazis ukrainiens, en critiquant ma théorie politique. C'était qui un paradoxe absolu. Paradoxe absolument, mais géopolitiquement, c'est très c'est explicable. C'est très clair. Géopolitiquement, parce que tout ça est orienté contre les Russes, l'Eurasie, et aussi contre cette moitié de l'Ukraine qui était naturellement pro-russe. Et quand Maïdan s'est fait, la Russie s'est entrée dans l'Ukraine après le coup d'État contre Yanukovych pour garder et pour sauver la population de l'Est ukrainien. Ici commence ma critique de Poutine. À mon avis, il a fallu de rentrer et de sauver toute la Nouvelle-Russie. Donc, toute la moitié de l'Ukraine devait être occupée par nous et créer un nouvel État, non pas pour unification, mais pour établir l'autre Ukraine, l'Ukraine de l'Est, qui pourrait contrebalancer l'Ukraine de l'Ouest et créer une forme de fédération ukrainienne avec deux peuples comme la Belgique, plus ou moins. Et Poutine s'est arrêté à moitié de ce plan. On a organisé la réunification avec la Crimée, on a appuyé un peu Donbass, Donetsk et Lugansk, mais on s'est arrêté à moitié. Et donc, on n'a pas détruit les causes de la rénovation des conflits. C'était arrêté et Poutine n'a pas continué après un certain temps parce que Trump s'est venu au pouvoir. Il n'a obvieusement, je crois qu'il n'a pas voulu d'hériter Trump pour laisser la situation de fixer le monde multipolaire, mais quand Biden est arrivé au pouvoir, il n'y a plus des obstacles. Donc, Biden a
a poussé Zelensky d'attaquer Donbass. Poutine est prêt maintenant à défendre les Ukrainiens pro-russes. Et maintenant, on se trouve au bord de la nouvelle guerre en Ukraine parce que Poutine n'est pas fini. Et j'étais très, très critique par rapport à Poutine dans ce moment-là. Même je suis un peu éloigné de Kremlin pour mes propos radicalement critiques. Il s'agit là d'une critique nationaliste de droite, et non pas une critique de gauche, une critique antinationale. Pas tellement nationaliste. Je n'ai pas tellement joyeux par rapport à la réunification avec la Crimée. Il ne s'agit pas d'expansion de la Russie, il s'agit de la restauration du balance géopolitique avec l'Ukraine de l'Est comme l'entité indépendante de nous et de l'Europe. Je suis plutôt en faveur non pas d'expansion nationaliste. Oui, c'est plutôt... On va dire que le continuum géopolitique de la Russie soit respecté. Absolument, c'est ça. Et aussi, c'est respecter l'héritage continentaliste, mais aussi ce qu'il faut, il faut établir dans l'espace les axes du monde multipolaire. Il faut réaliser les conditions spatiales de la multipolarité où on a besoin de certaines balances entre influences. Il ne faut pas donner aux occidentalistes, aux atlantistes, ce qui n'appartient pas à eux. Donc, ils peuvent chercher à établir leur présence dans certains territoires, comme dans les pays baltes, par exemple, dans l'Europe orientale, où on n'a aucune influence, nous les Russes, mais ceux qui se trouvent sous notre influence, pourquoi nous devons donner, abdiquer de nos amis qui sont loyaux à nous, sans raison. Si on a le pouvoir, la capacité de sauver, de préserver nos intérêts, pourquoi on doit se ça dans le procès de la lutte pour le monde multipolaire? Ça, je ne comprenais pas. Mais finalement, c'était donc je voudrais dire que c'était la critique non pas contre Poutine du côté des libéraux, mais plutôt la critique patriotique, on peut dire. Patriotique, impériale. Oui, impériale, oui. Nationaliste, non. Oui. Par rapport, je suis en faveur de l'empire et je suis contre le nationalisme. Très bien, très bien. Alors. Pour revenir j'aimerais qu'on passe à un sujet qui intéresse beaucoup le public marocain et dont votre avis intéresserait énormément le public marocain sur la question. Alors déjà, on va pas parler tout de suite de l'affaire du Sahara, mais on va plus ou moins aborder les questions des rapports entre le Maroc et la Russie. Alors, il y a plusieurs similitudes entre l'histoire du Maroc et l'histoire de la Russie, même si on ne partage pas bien sûr la même étendue géographique ni la même avant-garde technologique. Mais il y a une histoire. L'histoire du Maroc est une histoire impériale, comme l'histoire de la Russie. C'est-à-dire que c'est un pays qui avait à la fois une centralité dans certaines grandes villes, mais un prolongement multiculturel avec plusieurs identités. Donc, on a l'identité à la fois mauresque, andalouse, l'identité arabe, berbère et l'identité africaine et l'identité saharienne. Donc, ce sont une multitude de cultures qui sont réunies au sein d'un empire. Alors, le Maroc, bien sûr, a connu l'expérience coloniale, bien que tardivement, parce que comme l'historien Bernard Lugan, que vous connaissez sans doute, le dit, le Maroc était le seul État établi avant la colonisation en Afrique du Nord. Le reste était, on va dire, des colonies ottomanes. Le Maroc était le seul État indépendant avant la venue de la colonisation.
Et il a été dépecé par le colonialisme. C'est-à-dire que plusieurs territoires lui ont été enlevés et rattachés à d'autres pays ou créant des entités nouvelles comme la Mauritanie ou l'Algérie. Le, pour continuer, le, le Maroc a d'ailleurs refusé un principe qui a été établi par les pays africains via l'organisation de l'Union africaine, un principe qui est considéré comme qu'on appelle l'intangibilité des frontières héritées du colonialisme. C'est-à-dire que les États africains se sont mis d'accord de ne pas remettre en question les frontières telles que tracées par la colonisation. Le Maroc a refusé ce principe-là, la raison pour laquelle il est rentré en conflit avec l'Algérie et notamment et surtout la raison pour laquelle l'Algérie a soutenu le mouvement séparatiste du Polisario contre l'intégrité territoriale du Maroc. Donc donc il y a une similitude historique et géopolitique entre le Maroc et la Russie. Seulement, comme vous le savez très bien, le Maroc est un allié traditionnel du camp occidental du fait, on va dire, c'est une dialectique historique parce que en réalité son voisin l'a poussé dans le bras de l'Occident, alors qu'en réalité le Maroc a toujours été non aligné, a fait partie des pays non alignés. Donc mais cependant, depuis, on va dire, 2016, le roi du Maroc avait notamment fait une visite en Russie, une visite à Pékin. Il a établi des rapports nouveaux, notamment des rapports commerciaux, des accords de pêche avec la Russie, ce qui n'avait pas beaucoup plu à nos alliés européens. Est-ce que vous pensez que sur le long terme, le Maroc serait l'allié le plus fiable pour la Russie en Afrique du Nord? Vous avez demandé aussi sur la relation de eurasisme et Maroc. Exactement. On peut dire plus généralement ce que le principe de l'Eurasie, c'est plutôt réservé à l'espace qui occupe la Russie. Donc, c'est le sens plus étroit, plus concret du terme, c'est plutôt la Russie, c'est l'autre nom pour la Russie impériale, l'Eurasie. Exact. Mais quand on applique l'idée de l'eurasisme comme la forme de la géopolitique, on peut parler plutôt du continentalisme, de grand espace, de la nécessité d'intégrer les peuples et les États sur la base de la civilisation commune. Et si on passe de l'Eurasie comme le cas concret de grand espace au principe même d'organisation politique et géopolitique stratégique basée sur l'idée des grands espaces, on arrive précisément à le concept de la civilisation. Et finalement, quand on parle du monde islamique, quand on parle, on peut parler non pas seulement d'un point de vue historique ou religieux, on peut parler aussi de grands espaces islamiques. Et ces grands espaces islamiques est plus ou moins équivalent, généralement, disons, à pôle islamique, au pôle dans le système multipolaire, parce qu'aucun pays islamique, ni la Turquie, ni l'Iran, ni le Pakistan, ne peut assurer le statut de pôle. Le monde islamique, tout ensemble, peut être le pôle, mais aucun pays pris de manière isolée ne peut prétendre d'être le pôle. C'est très important. C'est donc pour arriver à la vraie multipolarité, on doit promouvoir ou supporter ou prévoir certaines intégrations basées sur les principes de la civilisation. Mais on ne peut pas, sauf
tomber dans la vision de l'État islamique, Al-Qaïda, le salafisme radical, sauf cette vision, on ne peut pas songer d'arriver à ce point immédiatement. Parce que ce salafisme radical, c'est une utopie, c'est un modernisme en quelque sorte. C'est une métastase de la modernité. Absolument, c'est détruire toutes les choses caractéristiques, toutes les identités à l'intérieur du monde musulman pour arriver à la construction totalement artificielle. C'est extrémisme qui détruit le peuple, détruit l'identité, ce n'est pas acceptable. Aujourd'hui, c'est très clair tout ça. Mais quand même, on doit avoir certaines visions qui pourraient unifier de quelque manière le monde musulman. Ici, le racisme peut avoir le rôle très important parce que c'est l'idée d'organiser le grand espace sur les valeurs communes, l'identité commune. On ne peut pas arriver immédiatement dans le monde islamique, mais on peut chercher d'établir ou identifier certains grands espaces à l'intérieur de plus grands espaces musulmans. C'est par exemple un grand espace de Pakistan. C'est le monde de l'Indonésie, l'autre monde, chiisme avec le centre en Iran, Turquie, peut-être les pays du Moyen-Orient arabe, Arabie Saoudite, Égypte, et il reste Maghreb. Et Maghreb, selon cette vision géopolitique, a pour le centre précisément Maroc. Disons, non seulement comme l'État national, mais comme Grande Mauritanie. C'est le grand territoire impérial mauresque où les Berbères, les Arabes, les Africains et les autres peuples avaient leur place. Donc, je crois qu'on peut raisonner, on peut penser dans le terme de grand espace maghrébin où Maroc joue le rôle central. Et je suis tout à fait d'accord sur cette mépris par rapport aux frontières postcoloniales. C'est la même chose. Vous avez un Sahara dans l'espace saharien avec Mauritanie, surtout certaines choses avec Algérie, etc., etc. Cette fragmentation de l'espace où plus ou moins existe la même civilisation, la même structure, la même identité, comme nous avec l'Ukraine de l'Est. Avec les peuples musulmans de l'Extrême-Orient, comme le Daghestan ou comme la Tchétchénie également. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup des affinités par rapport au type culturel, même avec les gens qui ne sont pas slaves, russes, etc. C'est vraiment, l'Eurasie, c'est le concept plutôt de l'unité de la civilisation, de l'histoire, de destin, et non pas de la race, de l'ethnie, et même de la religion. Je crois que dans le monde musulman, Maroc représente le centre de grand espace maghrébien qui commence au Maroc, qui va au sud, qui va vers l'est, et où on peut songer qu'est-ce que c'est Libye dans ce sens. Libye,
c'est peut-être regarder comme la partie du Moyen-Orient, mais aussi comme la partie du Maghreb. Libye, c'est précisément c'est la frontière Exactement. Exactement. précisément civilisationnelle. Et, entre le Moyen-Orient et le Maghreb. oui, oui, et fragmentation d'aujourd'hui actuelle de la Libye et aussi le rôle que jouent certains peuples berbères là-bas, nous montre qu'il s'agit d'un pays fondamentalement artificiel. Exactement, tout à fait, tout à fait. Parce que la partie est est très influencée d'ailleurs culturellement par l'Égypte. Et d'ailleurs, on partage le même dialecte. Et d'ailleurs, on peut comprendre un peu, entre guillemets, l'expansionnisme du régime d'Al-Sisi, du régime du Caire aujourd'hui en Libye, c'est-à-dire son soutien au maréchal Haftar, c'est-à-dire une sorte de poussée vers la Libye de l'Est, parce qu'effectivement, la Libye de l'Est partage beaucoup de choses culturellement et identitairement avec l'Égypte. Par contre, la Tripolitaine, elle est beaucoup plus maghrébine, beaucoup plus proche de la culture, on va dire, arabo-berbère, arabo-mauresque. Absolument, sauf la présence de Turquie, parce que c'était... Oui, bien sûr, ça c'est notre histoire, oui, bien sûr, bien sûr. Donc, c'était une des forteresses de l'Empire ottoman, précisément Tripoli, mais autour c'est plutôt, je suis tout à fait d'accord, c'est plutôt la culture maghrébine. Plus proche à Algérie, disons, au monde berbère, une grande Mauritanie. La Grande Mauritanie. La Grande Mauritanie, non pas au sens historique, mais au sens éternel en quelque sorte. Exactement. D'ailleurs, le nom géographique du Maroc au temps de l'Empire romain, c'était la Mauritanie, effectivement. Mauritanie, précisément. Et cette Mauritanie, c'est très intéressant et très particulier comme la civilisation, parce qu'il y a la grande influence des soufis. Le soufisme a joué le rôle extrêmement important dans la création. Il y avait beaucoup des idées eschatologiques liées au Maroc. Et c'était le commencement de la grande empire fatimide. Dans ce qui c'est intéressant, l'empire chiite. C'est donc, il y a beaucoup de tendances spirituelles, ethniques, historiques, culturelles et civilisationnelles qui se rencontrent au Maroc. Politiquement, tactiquement, Maroc était plutôt à côté de l'Occident, mais finalement, ce que vous avez dit montré très bien, très opportunément, ce que tout change. Et si Maroc veut insister un peu plus sur l'indépendance et la souveraineté, ça serait une bonne occasion de découvrir qu'est-ce que c'est le racisme, qu'est-ce que c'est la théorie du monde multipolaire et comment construire une nouvelle idéologie au-delà des idéologies dominantes occidentales, au-delà de capitalisme, communisme ou nationalisme. Ce qu'il faut, on ne peut pas arriver à sauvegardage, on ne peut pas sauvegarder, redresser, revivifier l'identité profonde de la civilisation sans sortir des limites très étroites et très, en quelque sorte, colonialistes de l'Occident. Parce que l'Occident nous oblige de penser aux politiques seulement avec le libéralisme, communisme, socialisme, au nationalisme, au fascisme. Mais ça ne correspond à rien à ce que les peuples ont besoin. Parce qu'un Maroc, dans ce cas, est obligé de choisir entre le libéralisme qui détruit l'identité, socialisme qui n'est pas trop habituel dans votre pays, et nationalisme qui pervertit les relations avec tant des groupes dans votre société complexe. Donc,
on sera obligé d'être dans l'impasse. Exactement. Comme dans beaucoup d'autres sociétés, comme dans notre société qui n'est pas Poutine, n'est pas communiste, ni nationaliste, ni libéral. Donc, il faut avoir quelque chose d'autre. Et c'est précisément ce que j'explique dans mon livre qui s'appelle « Quatrième théorie politique ». C'est très important. Et le livre est traduit presque en tous les... Moi, d'ailleurs, c'est d'un point de vue personnel, c'est le premier livre que j'ai lu de vous. Je vous ai découvert grâce à la quatrième théorie politique. Et d'ailleurs, j'ai été totalement étonné. Et d'ailleurs, raison pour laquelle j'ai décidé de vous contacter et d'essayer de vous présenter au public marocain, histoire de transcender en réalité les faux clivages politiques qui nous sont imposés par l'Occident, afin de trouver une théorie politique, une idéologie nationale, enfin, quand je dis nationale, c'est-à-dire patriote et impériale, qui puisse correspondre à la fois, qui puisse être organique, comme vous dites. Absolument, vous avez tout à fait raison. Et quand ce livre a été traduit en persan, en Iran, on m'a dit, mais vous avez, monsieur Deguine, vous avez décrit le régime chiite iranien. Non parce que ce régime-là, cette forme politique ne correspond ni au libéralisme, ni au communisme, ni au nationalisme. C'est quelque chose d'autre. Et je crois que chaque peuple, chaque société doit avoir sa propre quatrième théorie politique. Il ne s'agit pas d'expansion de l'export de la vision russe. Il s'agit d'invitation de décoloniser les mentalités, nos pensées, notre intellect. Il faut décoloniser notre manière de penser et en sortir des limites colonialistes imposées par la modernité occidentale, hégémonique et raciste. Parce que pour les libéraux, aujourd'hui, il faut être libéraux ou mort. Pour tout le monde est libre d'être libéral et personne n'est libre non l'être. Disons, le dilemme un peu raciste, fasciste, extrémiste. Et si vous êtes d'accord avec moi, je vous laisse vivre. Si vous n'êtes pas, je vous tue. Précisément, c'est Biden. Et tout le paradoxe de cette posture-là vient de ceux qui défendent la démocratie et le pluralisme et la pensée, on va dire, plurielle et diverse. Alors qu'en réalité, c'est un fascisme qui ne dit pas son nom. Absolument ça. Et même, ils sont intolérants par rapport aux autres libéraux et aux autres démocrates. Si on n'est pas libéral, c'est fini. Vous êtes sous les sanctions, vous êtes annihilé. Mais si vous interprétez la démocratie au libéralisme un peu différent par rapport au Biden et Kamala Harris, vous êtes raciste, vous êtes fini aussi comme Trumpisme, comme les gens qui votent pour Trump sont considérés déplorables, ils sont considérés sous-hommes, tout en étant les démocrates et tout en étant les libéraux. Mais c'est un peu la pensée aussi, c'est également, aujourd'hui ça vient également de que le libéralisme aujourd'hui est un libéralisme complètement déraciné. Et donc c'est un libéralisme cosmopolite, et donc cette sociologie cosmopolite a un mépris pour tout ce qui est enraciné en réalité. Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est que le libéralisme, j'appelle ça libéralisme 0.0, libéralisme 1.0 et libéralisme 2.0. Et aujourd'hui, le libéralisme de Biden, c'est le libéralisme 2.0 qui est contre tous et contre le libéralisme 1.
2.0. Parce que le vieux libéralisme qui nous laissait la possibilité de penser autrement et moderne, progressiste, advanced liberalism, le libéralisme nouveau, nous ne donne pas la liberté de penser autrement. C'est donc la grande différence. C'est vraiment le c'est la postmodernité qui détruit la modernité. Absolument, aussi. C'est le détour totalitaire à l'intérieur même de le libéralisme. Aujourd'hui, non seulement nous qui sommes contre le libéralisme sommes les victimes du libéralisme, les libéraux, mais aussi les vieux libéraux sont aussi disons, les ennemis de la société ouverte de Soros. C'est pur nazisme, je crois. C'est le pur nazisme de libéralisme de gauche avec lequel nous avons affaire dans la situation actuelle. Et c'est très dangereux parce que, à mon avis, ils sont tellement fous qu'ils ne peuvent pas faire reality check. Ils ne peuvent pas accepter réalisme ou même confronter les faits. Ils prétendent d'imaginer, de créer les faits dans le réseau, dans leur mass media, etc., qui accepter les faits réels et existants qui ne correspondent à leurs idées préconçues. C'est vraiment dangereux parce que il s'agit déjà de délire en quelque sorte, délire globaliste. C'est donc le régime de libéralisme 2.0, c'est le libéralisme délirant et très dangereux et très agressif.